Salut les devins, c'est Saikyo, et il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 112 de DBS. Alors contrairement aux avis que j'ai pu voir de la part de certains d'entre vous, ou même de la communauté Dragon Ball entière sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment adoré cet épisode-là. Alors j'ai aussi vu beaucoup de personnes l'ayant adoré, mais disons que c'est un épisode qui divise beaucoup les gens, et je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi les personnes n'ont pas aimé. C'est vrai que le principal argument que j'ai retrouvé un petit peu partout, c'est que l'épisode manquait d'action. Alors je respecte totalement votre avis, vous me connaissez, mais dire que l'épisode manquait d'action, je trouve pas ça forcément correct. De l'action on avait du début à la fin avec de multiples personnages. Certes on était loin du magnifique et légendaire épisode 110 de DBS, mais l'épisode 112 avait un lot d'action incroyable, il avait une qualité d'animation et de dessin qui était très correcte, voire même très bien. Et surtout, la qualité de sa narration était quasi parfaite. C'était bien sûr Monsieur Toshio qui était à l'écriture. C'est celui qui des fois nous révèle quelques spoils sur internet, sur Twitter en tout cas. Ça m'est déjà arrivé de vous les présenter à quelques reprises. Et là, vous avez pu juger par vous-même ce que ça donne quand ce monsieur est au scénario d'un épisode. Et j'ai trouvé ça super bien écrit, sincèrement. La relation Kiabe Vegeta, etc., tout était bien fait. Bon, du coup, on va décortiquer cet épisode-là étape par étape, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. En tout cas, l'épisode reprend directement avec un Jiren très effronté qui se met à méditer devant tout le monde. Le but de sa méditation ne nous est toujours pas révélé. Est-ce que ça va lui permettre de progresser ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'est juste un effet comme ça? Depuis le temps qu'on utilise la méditation dans DBS, je pense vraiment que c'est un lien. Et je pense qu'une chose que Jiren nous cache, c'est qu'il a aussi un petit peu besoin de récupérer. Alors c'est clair que je pense que Jiren avait largement de quoi se faire tout le monde sur le ring du tournoi du pouvoir. Et ça c'est un petit peu bizarre que Jiren ne l'ait pas fait. D'ailleurs, si vous remarquez bien les devins, la grosse erreur que font la plupart des méchants dans tous les animés et mangas et en particulier dans Dragon Ball, les plus grands méchants ont tous fait l'erreur de ne pas battre Goku au moment où ils pouvaient le faire. Bon, Jiren n'est pas forcément un méchant, mais en tout cas c'est un adversaire qu'il faut surmonter. Rien que Freezer sur Namek, il aurait pu découper Goku en petits morceaux et le faire frire, mais non, il l'a pas fait, vous voyez, c'est ça le truc. Et après, mais derrière, il a trop voulu jouer, trop voulu narguer les Saiyans machin, et il s'est pris le SSJ-1 de Goku dans la gueule. Bon, ensuite, on utilise la fameuse fin du tournoi du pouvoir avec les Zeno qui disent au Daishinkan, alors où est-ce qu'on en est, etc. L'autre, il leur répète une énième fois qu'on en est à la moitié, et il leur répète les règles en leur disant, l'univers qui aura le plus de combattants présents à la fin du temps imparti gagnera. Donc forcément, la question qu'on se pose tous, c'est, et si il y a une égalité, on fait quoi? Est-ce que tout le monde se fait détruire et ça devient la merde, ou alors est-ce que les Zeno vont autoriser que le combat se poursuive si la situation est cool? C'est-à-dire que si vous voulez mon état d'esprit, j'essaye de me mettre à la place des deux petits enfants Zeno, et je me dis que s'il reste encore des tas de guerriers sur le ring du tournoi du pouvoir à la fin, je me dis que ça va durer encore une éternité le tournoi, etc. Donc je me dis allez c'est bon, on détruit tout le monde, personne n'a mérité sa victoire et c'est fini. Alors que s'il reste une affiche assez intéressante, pas forcément du 1 contre 1, mais du 2 vs 2 ou quelque chose comme ça, ou 4 guerriers d'univers différents, avec une affiche plutôt intéressante, les Zeno seraient très intéressés justement de voir la poursuite de ce combat-là, et par exemple de leur obtenir un sursis. On vous laisse 10 minutes pour en découdre, ou 5 minutes, et c'est bon, parce que 5 minutes dans Dragon Ball, ça peut durer. Là, toi, avec 5 minutes, ils vous font 50 épisodes, donc dans tous les cas, ça sera réglé. Bon, en tout cas, dans la poursuite de cet épisode-là, les spoils ne nous ont pas menti. Mosco, avec ses fameux bip-bip, donne l'ordre à ses robots de taper Goku, c'est une bonne stratégie honnêtement. D'ailleurs, ces robots, parlons-en 2 minutes, je suppose que vous êtes tous déjà au courant de la rumeur, et cette rumeur-là, je la trouve très cool, donc je vous en parle. Tout simplement, le fait que ces 3 robots-là, Pantia, Kotsukai et Borareta, pourraient tout simplement fusionner, ou en tout cas s'assembler. Je vais vous montrer, il y a des fanarts, attention, le visuel que je vous montre là n'est pas officiel. Ce sont des mecs sur DeviantArt, des artistes, etc. qui se sont amusés à recomposer, mais en gros, vous vous rendez compte que certaines parties de leur structure, les parties en vert, qui pourraient s'assembler. Comme si c'était un petit puzzle à reconstituer. En tout cas, je trouve ça assez intéressant et du coup, ça redonnerait un petit peu de piment pour nous spectateurs à regarder l'univers 3 évoluer dans ce tournoi. En tout cas, je pense que ça devrait se faire. Bon, et forcément, ça ne m'a pas choqué, Goku n'est pas de taille, même contre ces 3 robots ridicules. Tout simplement parce que même s'il a repris un petit peu de ki de Freezer, Freezer lui en a donné qu'une minuscule partie histoire de pouvoir récupérer. Mais comme le dit Gohan, il ne faut probablement pas s'inquiéter pour Goku parce qu'il se passe quelque chose de bizarre. Même s'il est dans une mauvaise posture, Goku semble récupérer son endurance, sa stamina, etc. au fil du combat. Et ça c'est assez étrange et c'est nouveau. Parce qu'il faut bien faire la différence entre un Saiyan qui progresse en combattant et un Saiyan qui récupère de la santé, enfin de l'énergie, etc. en combattant. C'est pas du tout la même chose. Le fameux esprit Saiyan et sans Saiyan qui fait en sorte que le guerrier Saiyan progresse au long du combat, ça on connaît depuis 30 ans. Mais le fait qu'il puisse récupérer de ses blessures et tout ça de cette manière-là, c'est totalement inédit. Et bon, je vais pas tout répéter, mais je pense vraiment qu'il doit y avoir un lien avec cette chaleur issue de l'Ultra Instinct. Vous savez, je vous ai fait toute une prédiction en fait concernant le fait que cette chaleur qui sortait de son corps, qui semblait être la limite de Goku, eh bien c'est une limite, mais pas que. C'est-à-dire que plus le corps de Goku récupère de la chaleur, plus il va être puissant.
jusqu'à un certain niveau où la limite sera atteinte. Et à chaque fois, ça fait un cycle comme ça. Dès que le pic maximal de chaleur et donc de puissance est atteint, on repart à zéro, il faut relancer la machine et regravir les échelons, etc. Sûrement que cette limite-là sera brisée tôt ou tard dans la série, mais pour le moment, je suppose qu'on en est là. Bon, en parlant de Gohan et de Piccolo, c'est vrai que ces deux-là font la paire, mais aussi Saonero et Pirina, les deux Namek de l'univers 6, à la peau un petit peu bleutée, eux aussi savent très bien faire la paire, et j'ai vraiment adoré, c'était très court l'échange, mais j'ai adoré ce truc-là. Le petit combo qu'il y a eu entre Saonero et Pirina, le renversement de situation de la part de Gohan et Piccolo, etc. Gohan qui est vraiment, un Saiyan humain, mais en gros un Saiyan très atypique, qui limite pourrait être un enfant adoptif de Namek, le gars, donc vraiment c'est super intéressant à voir. Et une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que vraiment j'insiste là-dessus, depuis plusieurs vidéos, j'espère que ces fameux Namek de l'univers 6 seront super développés, enfin en tout cas un minimum développés, que l'on nous donne quelque chose par rapport à leurs origines, leur histoire, etc. Et pourquoi je vous redis ça aujourd'hui? Parce que si vous avez regardé l'échange de coups entre Saonero et Piccolo, déjà, même si ça n'a pas duré très longtemps et c'est pas suffisant pour juger, Saonero semblait quand même être un adversaire de taille pour Piccolo. Peut-être que Piccolo lui aurait mis 2 claques en étant full power, mais en tout cas le combat en valait la peine, même Piccolo l'a dit, et il est très étonné de voir des Namek aussi puissants dans l'univers 6. Du coup je pense que ces Namek là sont un petit peu spéciaux par rapport aux autres, tout comme Piccolo est spécial. Parce que des Namek surpuissants, vraiment surpuissants, qui sortent du lot, dans l'univers 7, on n'en a pas vu beaucoup. Et Piccolo est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a pu se réunifier avec Kami, parce qu'il est un descendant de Katatz, qui est probablement et sûrement même le Namek ayant le plus de pouvoir en quelque sorte, donc vraiment un cas exceptionnel. Et en plus, on se rappellera aussi de son assimilation de Nail, et on se rappellera aussi de tous les entraînements intensifs qu'il a pu subir, la salle de l'esprit du temps, etc. Donc même si le potentiel de progression des Namek est loin d'être aussi développé que celui des Saiyans, Piccolo a réussi très grandement à repousser les limites Namek. Donc c'est pour ça que voir débarquer un Namek, ils viennent d'un autre univers. Ça, il faut aussi le prendre en compte. Tout comme les Saiyans de l'univers 6, les Namek de l'univers 6 peuvent être de base plus puissants, peuvent évoluer plus vite. Pour le moment, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je suppose que ce Saonero et Pirina ont dû vivre quelque chose, assimiler peut-être d'autres de leur clan, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à développer. Et de toute façon, on n'a encore eu aucune discussion entre eux et Piccolo, et je pense que ça viendra tôt ou tard. Au passage, je préfère le préciser, Slug était un Namek surpuissant, mais Slug n'est pas canon. C'est la même histoire que Broly, Gogeta, Paragus ou le Dr Willow et le Dr Cachin dans la VF. Tout cela ne sont pas canons. De manière claire, ils ne font pas partie de la chronologie de Dragon Ball, donc Slug je le compte pas dans toute cette histoire. En tout cas, assez parlé des Namek et passons sur les Saiyans. On en arrive sur une discussion intéressante de Caulifla qui dit à Kale qu'elle n'a pas peur de Jiren, mais qu'elle a peur, en rigolant bien sûr, de son potentiel illimité. Et je pense que ce genre de choses, c'est aussi une réalité. Je vous ai déjà proposé une vidéo sur ma chaîne pour vous expliquer que d'après moi, le potentiel des Saiyans de l'univers 6 n'a absolument rien à voir avec celui de l'univers 7. Il est beaucoup plus fort et beaucoup plus grand. Ça, malheureusement, énormément de personnes se refusent à bien vouloir le comprendre. Et il y a aussi beaucoup de misogynie là-dedans, sous prétexte que ça gâche la légende de Dragon Ball, etc. De mon simple avis, le cas de Caulifla, de Kale et même de Kiabe ne gâche en rien la légende Saiyan, le mythe Saiyan ou je ne sais pas trop quoi, étant donné que là on parle de Saiyan de l'univers 6 et que l'on est en 2017. Dragon Ball ça a plus de 30 ans, donc je pense qu'il faut un petit peu évoluer aussi. C'est aussi à nous les spectateurs de faire preuve d'un petit peu de compréhension quand les choses évoluent. Si la série était restée la même depuis 30 ans, on se plaindrait qu'elle n'a pas bougé. Et si les choses évoluent, on se plaint qu'elles bougent. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi nous se remettre en question un petit peu par rapport à ce qu'on peut vouloir et attendre de la série. Donc de l'évolution on en voulait, de l'évolution on en a. Et c'est vraiment ce que j'attendais d'une série Dragon Ball en 2017, 2018 ou autre. De toute façon, le cas de l'évolution des Saiyans, je vais vous en reparler au moment où on verra Kiabe Super Saiyan 2. Pour le moment, on voit Mona qui attaque. Je pense que le seul gros point négatif de cet épisode-là sera la voix de Mona que j'ai vraiment détestée. On parle souvent du fait que Pan a une voix qui nous cassait les oreilles dans DBGT. Franchement, Mona m'a fait très mal et pourtant c'était une version japonaise, j'ai pas du tout aimé. Ça colle peut-être bien au personnage, mais mes oreilles n'ont pas apprécié. En tout cas, Kiabe arrive en mode beau gosse à la rescousse, etc. et il se bat contre Mona. Et ce que j'adore chez Kiabe, c'est que c'est le personnage très gentil, très noble, je pense que ça le qualifie bien. C'est un Saiyan à part qui me fait énormément penser à Gohan, et dans le très bon sens du terme, c'est pas juste du fanservice pourri ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup le développement de ce personnage-là. Sa manière d'être poli en toutes circonstances, même quand Mona était en train de lui briser les bras, il était toujours poli avec Caulifla, vous voyez. Et cette manière-là de dire à Caulifla et qu'elle, reposez-vous, vous êtes la clé de la victoire de notre univers, c'est moi qui va prendre les devants.
Et la force de ses paroles a gagné et justement il obtient le droit en quelque sorte de combattre Mona. Il passe en Super Saiyan et malgré le fait que les attaques de Kiabe sont magnifiques, j'adore le style de combat de Kiabe, c'était déjà une chose que j'avais énormément aimé lors de son combat contre Vegeta à l'époque dans le tournoi Univers 6, Univers 7. En plus là par exemple on a vu Kiabe envoyer des vagues de ki très rapidement grâce à ses pieds etc. J'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un personnage assez petit, assez fin, mais sa manière élancée de se battre, etc. j'aime beaucoup. Mais malheureusement pour lui, Mona arrive à se décupler en quelque sorte au niveau de son ventre, de son estomac. Elle peut devenir géante et elle devient alors surpuissante, mais elle gagne limite en rapidité aussi et même en agilité. Kiabe a essayé de lui tendre un piège, mais ça n'a pas marché et finalement Vegeta rattrape Kiabe dans une scène très classe avec le fond lumineux derrière lui, au bord du gouffre du monde du vide. Donc oui, Vegeta sauve Kiabe de l'élimination et ça se comprend, leur relation maître-élève est assez forte pour que Vegeta puisse en arriver là. Et d'ailleurs, Monsieur Toshio a réalisé aussi un exploit dans cet épisode-là, en termes de qualité d'écriture du personnage de Vegeta. Ça, on va y revenir dans quelques instants, mais en tout cas, étant donné que Vegeta est mon personnage préféré, je peux vous dire que j'ai vraiment adoré la manière dont il a été traité dans cet épisode-là. Mais pour le moment, avant de parler du personnage de Vegeta individuellement, on va déjà parler de la relation maître-élève, et elle a été aussi très réussie, quoique un petit peu courte. Mais bon, voilà, les limitations de l'épisode, etc. font qu'on en est là. Mais en tout cas, le Vegeta qui donne un coup de genou à Kiabe qui le regarde un petit peu comme un fanboy, Vegeta qui se tourne, qui lui fait un petit peu la morale, etc. Tout ça, c'était super cool, c'était super bien fait. Leur lien évolue et c'est tant mieux. En plus, avec le rappel, et je pense que c'est limite un aveu de l'auto-animation, un indice pour nous dire que cet arc-là arrivera dans la série DBS, la fameuse exploration de la planète Sadara. Alors je sais que pas mal de personnes, et vous avez été déjà nombreux à me le dire, vont me dire que non, c'est impossible, peut-être que les deux univers seront détruits à la fin du tournoi, et au mieux, un des deux, le 6 ou le 7, sera détruit, et probablement le 6, étant donné que l'on connaît déjà la fin de Dragon Ball Z. Le truc, c'est que d'après moi, il y a des tas de possibilités pour que l'arc Sadara existe. Bon, peu importe que ce soit un arc canon, pas canon, filler, je sais pas quoi, ou un film, mais en tout cas pour que les univers à la fin du tournoi du pouvoir soient toujours là. Je vais pas faire toute la liste parce que j'en aurai pour 4 heures, et je suis sûr que vous aussi vous êtes capable d'avoir des tas d'idées pour faire en sorte que le tournoi se déroule mais que les univers soient toujours présents à la fin. Mais on peut avoir des idées toutes simples comme la clémence de Zeno qui pourrait épargner certains univers. On pourra avoir certains univers qui seraient reconstruits non pas par Super Shenron mais par les dieux eux-mêmes pour X ou Y raison. Et encore, je ne vous parle même pas des idées les plus farfelues comme le tournoi qui pourrait être interrompu par quelqu'un, on en est loin de là mais c'est une possibilité aussi. Et par exemple, la série nous donne aussi sa possibilité. Vegeta nous dit que si il gagne le tournoi du pouvoir, il utilisera les Super Dragon Ball histoire de ressusciter les univers. En tout cas, il a dit je vous ramènerai tous. Il n'a pas dit je ramènerai tous les univers, mais bon, en tout cas, moi je l'ai compris comme ça. Parce que tous, ça pourrait être tous les gars de l'univers 6, vous voyez, mais bon, on va pas chipoter sur les détails. Mais déjà, je trouve que l'auto-animation met un gros revers du droit à la fameuse rumeur qui tournait un petit peu partout, comme quoi ça serait Goku qui ramènerait les univers, etc. Rappelez-vous, il y a quelques semaines en arrière, quand Rebrian et Goku discutaient, Goku lui a dit qu'il ne savait même pas ce qu'il allait faire de son vœu, probablement demander quelqu'un de plus fort, ou alors aider Chichi et Goten. Le gars s'en foutait des univers. Et grande surprise pour tout le monde, c'est Vegeta qui a pensé à ramener tout le monde. Et qui dit en plus à Kiabe, t'inquiète pas, je vous ramènerai et on visitera ta planète. Donc déjà, je suis super heureux d'avoir été surpris comme ça, et je trouve ça magnifique que cela provienne de Vegeta. Bien que le défaut, ça soit que ça rende encore un petit peu plus débile Goku, parce qu'on s'attendait tous à ce que ça sorte de la bouche de Goku, mais non. Mais l'évolution du personnage de Vegeta dans Dragon Ball Super, je la trouve magnifique. On l'a vu danser 2-3 fois au début pour Beerus, mais ça c'est juste du gag manga comme Toriyama aime le faire pour amuser les enfants de 10 ans japonais, ça n'a rien de mal. Mais comparez le Vegeta que l'on avait dans l'anime DBZ et comparez son évolution d'arc en arc jusqu'à maintenant dans DBS. Et pourtant le Vegeta comme à l'époque, fier, fort, etc., on l'a toujours regardé à la fin de l'épisode 112 face à Toppo. Il y a eu des punchlines qui ont été envoyés, il y a eu de gros coups qui ont été envoyés, etc. Mais on a aussi un Vegeta dont l'esprit change et s'adapte à son époque et à sa nouvelle vie. Forcément que Vegeta qui a 20 ans ne peut pas être pareil que le Vegeta qui en a 40, mais quand même il est un petit peu pareil dans le fond, vous voyez, c'est normal. Et ça par contre, c'est vrai que Goku ne bénéficie pas de cette chose-là. Et ça c'est un petit peu dommage, je suis complètement d'accord. On a l'impression d'avoir un Goku pareil qu'à l'époque, voire même un petit peu plus con. Et ça fait un petit peu chier tout le monde et je le comprends. Par contre pour Vegeta, je trouve que le résultat est totalement réussi. Par contre, moi je me pose une question. Allez d'accord. Quelqu'un ressuscite tous les univers, Goku, Vegeta, n'importe qui. Mais il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que ce tournoi n'est juste qu'un prétexte en gros, parce que Zeno comptait détruire les univers, aussi bien dans l'anime et dans le manga, ça nous est dit clairement. Je pense que vous n'avez pas raté ce passage. Du coup, si quelqu'un ramène les univers, ça va totalement à l'encontre de la volonté de Zeno.
Donc en gros, Zeno pas content, vous êtes bien d'accord avec moi. Et on sait très bien ce qui se passe quand Zeno n'est pas content. Il peut vous détruire, il peut détruire votre univers, il peut détruire ce qu'il a envie. Donc moi je pense que ça ne pourra pas se finir en monde des bisounours si quelqu'un décide d'aller à l'encontre de la volonté des deux Zeno, en plus ils sont deux, et de ramener tous les univers. Alors probablement que ça va se passer, parce qu'il va invoquer Super Shenron, Whis va faire l'interprète par exemple pour Goku ou Vegeta, il va parler en langage des dieux, et d'un coup le vœu va être formulé sans que le Daishinkan ou le Zeno ne le voient venir. Donc les univers vont réapparaître, mais Zeno va s'énerver, attendez on est bien d'accord. Les Zeno autorisent des choses quand elles sont cool, et ils s'énervent plus qu'il n'en faut quand les choses ne sont pas cool, donc limite ça pourrait être un objet de la poursuite de l'arc, l'énervement de Zeno. Mais après si Zeno claque des doigts et vous détruit, bon il n'y a pas d'arc vous voyez. Mais je pense vraiment que le fait de ressusciter les univers n'est pas une solution valable, parce que il y a des plans divins qui sont mis en place, de Zeno et du Daishinkan, de détruire les univers dont le niveau de qualité des mortels est le plus bas, et on doit s'y plier. Et déjà, bon, il faudrait imaginer que Super Shenron est capable de faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Zeno. Allez, pourquoi pas, on va dire que oui. Mais après, il faudrait que Zeno accepte que les mortels ont décidé de faire revenir les univers. Et ça, c'est une autre paire de manches, vous êtes bien d'accord. Je pense qu'il faut pas être trop optimiste justement sur le fait que Zeno va laisser passer tout ça très facilement. En tout cas les devins, on progresse dans l'épisode, et on a le combat Kiabe contre Mona, avec Kiabe déjà qui a bien repris au niveau du moral, et bien le combat se relance, sauf que Mona n'arrête pas de narguer, de se moquer, de menacer aussi Kiabe, mais pas de le menacer à lui directement, mais de le menacer de se faire cauliflaque elle, et ensuite Vegeta. Bon, elle est très optimiste quand même pour pouvoir se faire ces trois, mais en tout cas elle le menace de tout ça. Et le fameux déclic d'énervement arrive. Bon, on va se faire un point sur le cas Kiabe et le fameux cas des Saiyans de l'univers 6, parce que je sais que ça fait toujours débat, et qu'une grosse majorité n'aime pas ce qui se passe avec ces Saiyans. Donc je vais reprendre la discussion que j'ai entamée tout à l'heure avec vous. D'après moi, le développement de ces Saiyans est juste nickel, il n'y a rien à redire d'après moi. Rien de choquant, rien de mauvais. Je respecte votre avis, vous le savez, vous avez le droit de détester ce qui se passe avec ces Saiyans, mais je vous demande juste aussi de m'écouter, de respecter mon avis. Tout simplement, il faut se mettre une chose en tête, et ça c'est super important. La première apparition dans Dragon Ball du Super Saiyan de niveau 1, vous savez, face à Freezer sur Namek, c'était il y a 26 ans. Et la première apparition du Super Saiyan de niveau 2, c'était il y a 24 ans. Donc on va dire que tout ça est apparu en moyenne il y a 25 ans. Vous pensez pas qu'au bout de 25 ans, on peut passer un petit peu à autre chose, on n'est pas forcément obligé de passer 3 quarts d'heure sur une transformation pour un Super Saiyan 2, etc. On peut pas aller un petit peu plus vite au bout de 25 ans, on peut évoluer justement, j'en parlais tout à l'heure, aussi bien du côté des scénaristes, des animateurs, des réalisateurs, que de nous, la communauté et les spectateurs. Je pense que des transformations comme ça, Super Saiyan 1 et 2, sont suffisamment banalisées depuis le temps pour qu'on puisse passer un petit peu plus rapidement dessus. Sachant que je demande à la communauté d'évoluer, mais les scénaristes ont évolué aussi, c'est-à-dire qu'ils ont fait des efforts de leur côté, mais beaucoup de gens ne veulent pas les accepter. Tout simplement, ils nous disent que ces Saiyans de l'univers 6, et bien tout simplement, ils viennent d'un autre univers. Un univers jumeau, d'accord, mais un autre univers. Donc ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent forcément à 100% là-bas. Et beaucoup de personnes oublient aussi que Kiabe lui-même de sa propre bouche, de manière canon, etc., dans le tournoi Univers 6, Univers 7, il a très bien dit et clairement que les Saiyans de l'Univers 6 ont évolué génétiquement. Il y a eu un changement dans leur ADN qui s'est produit, chose que les Saiyans de l'Univers 7 n'ont pas connue, tout simplement parce qu'ils se sont fait massacrer par Freezer. Et c'est aussi ce qui explique que les Saiyans de l'univers 6 ont perdu leur queue. Donc bien sûr, ça évite à Toriyama, Toyotarou, etc. de devoir dessiner leur queue et de s'emmerder avec ça. Mais en même temps, c'est une explication cohérente. Et qui dit mutation génétique dit bien qu'il y a des choses qui ont changé, aussi bien au niveau de leur potentiel. C'est très simple, je trouve. Et ça nous permet d'aller plus vite sur des choses qui bientôt approchent de leur 30e anniversaire. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut prendre un petit peu de recul. Il y a 24 ans en arrière, la date d'apparition du Super Saiyan 2, comme là Kiabe devient Super Saiyan 2, j'avais 4 ans. Et je sais qu'il y en a d'autres qui n'étaient même pas nés aussi. Donc il y en a d'autres qui étaient nés depuis une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Mais en gros, on était soit tous enfants, soit très très jeunes, voire bébés, soit même pas nés. Et beaucoup de personnes se permettent de dire que ça va trop vite, etc. Mais le truc existe avant même qu'on naisse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, vous voyez, c'est ça le truc. Donc non, je trouve cette évolution très bien. Par contre, là où je suis d'accord avec la grosse majorité des fans, c'est quand ça touche aux nouvelles transformations qui sont complètement inédites. C'est-à-dire que pour tout ce qui est Super Saiyan God, la forme rouge de Goku, le Super Saiyan Blue, ça c'était un vrai massacre je trouve. Ça n'a pas duré longtemps, les explications étaient plutôt évasives, mais surtout la mise en scène et la réalisation autour de la transformation du Super Saiyan Blue n'avaient vraiment rien de spécial. On nous a foutu une petite musique divine pendant 15 secondes, on a eu un plan qui montait des pieds à la tête de Goku ou de Vegeta, et c'était réglé avec une aura bleutée qui en ressortait de eux. Mais au final, l'effet nouveauté était quasiment nul, l'effet réalisation, impact sur le spectateur, etc. Pour moi, il était quasiment nul. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Et pourtant, ça touche des Saiyans de l'univers 7.
C'est pour ça que cette fameuse légende Saiyan qui a été foirée, elle a été plutôt foirée chez ceux de l'univers 7, pas ceux de l'univers 6 pour le moment en tout cas. Il y en a un qui était plutôt pas mal mais qui a été gâché parce que c'était trop court, c'était le Super Saiyajin rosé de Goku Black. Bon, c'est pas un vrai Saiyan mais on s'est compris. La transformation était superbe mais c'était vraiment trop court. C'était une transformation plutôt inédite en tout cas, quelque chose de plutôt hybride, Dieu, Mortel Saiyan, etc. Ça méritait d'avoir une beaucoup plus longue mise en scène, malheureusement non. À la limite, celle qui était peut-être la plus belle de DBS, c'était peut-être le Super Saiyan Ikari, et encore. Mais en tout cas, j'y reviens, les transformations qui vont si vite, je pense que vous avez bien compris mon point de vue maintenant, sont très logiques à mon sens du côté de l'univers 6. C'est pas comme s'ils débarquaient en nous sortant le Super Saiyan Blue 2, le Super Saiyan 5, enfin je sais pas trop quoi. Non, il y a rien de fou, il y a que des trucs qu'on connaît depuis 30 ans. Mais bon, ce n'est que mon avis, je respecte tout à fait le vôtre et je sais qu'il y aura des tas de personnes qui ne seront pas en accord avec moi, mais je pense qu'il faut aussi apprendre à évoluer en même temps que notre série préférée évolue. En tout cas, le Super Saiyan 2 de Kiabe est très largement suffisant pour éliminer Mona, et heureusement. Et à la suite de cela s'engage un combat très classe, en tout cas j'espère qu'il le sera. Le fameux combat Toppo contre Vegeta. Alors le truc déjà c'est que j'ai un petit peu peur, vous allez comprendre pourquoi. J'ai peur que ce combat ne soit pas un vrai combat, parce que déjà, les spoils ne nous ont rien annoncé à ce sujet-là, mais surtout la Toei Animation nous a habitués maintenant à lancer des combats qui ne sont pas vraiment des combats, c'est juste pour faire du bouche-trou. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gagnant ou de perdant. Quand par exemple dans une preview, on nous a montré que Toppo allait se battre contre Kiabe, au final, dans l'épisode suivant, Toppo a mis un coup d'épaule à Kiabe et on n'en a plus entendu parler. Il y a eu le fameux combat Kiabe contre Vegeta qui a été coupé soi-disant par Kale. Il y a plein de combats qui sont lancés mais qui ne reprennent jamais. On avait par exemple au tout début du tournoi du pouvoir, on a eu le combat C18 contre Cocotte. Ça s'est arrêté, on sait même pas comment. Donc j'espère que ce combat Toppo contre Vegeta, ce sera pas juste pour faire bien, que ça sera un vrai combat. Je pense qu'on a toutes les raisons d'y croire, il y a eu suffisamment de mise en scène autour de ça pour qu'on y arrive vraiment. Surtout par exemple avec les punchlines, justement je vous en parlais, du vrai Vegeta à l'ancienne qui nous ont été montrés. Parce qu'à la base, Vegeta voulait se faire Jiren. Donc déjà, je pense que ça, c'est un bon point à garder en tête, parce que Vegeta qui va aller se faire Jiren, alors qu'il l'a vu de ses propres yeux, la puissance de Jiren face à Goku Kaioken x20, et ensuite face à Goku Ultra Instinct, Vegeta a tout vu de ses propres yeux. Donc je pense que Vegeta nous réserve quelque chose de très bon, une transformation, une évolution, quelque chose comme ça, un nouveau pouvoir, parce que vouloir aller se taper contre Jiren d'une manière si confiante que ça me paraît un petit peu bizarre. Mais sinon, c'est Toppo qui vient s'interposer et qui lui dit tu vas te battre contre moi. On se rappelle bien que Toppo est le Akaishin remplaçant, donc c'est pas de la merde. Et si vous avez lu le chapitre 29 de DBS, ma review arrivera dans les jours prochains, Toppo bat Goku dans le match préliminaire Univers 11, Univers 7 dans le manga, chose qui n'a pas été faite dans l'anime, ils étaient plutôt à égalité, mais dans le manga, Goku se fait battre, il faut s'en rappeler aussi. Donc Vegeta ne se bat pas contre n'importe qui, d'ailleurs il le comprend et il y va direct en Super Saiyan Blue, et Toppo sait que Vegeta n'est pas de la merde non plus. Mais ça n'a pas empêché que Vegeta lui dise « je ne me bats pas contre le numéro 2 ». Et Toppo, alors là il lui a cassé les dents, il lui a dit « pourquoi tu n'es pas un numéro 2 toi aussi ?» Ça fait tellement mal, mais c'est tellement vrai aussi ce que Toppo vient de dire. Donc du coup, j'ai trouvé que ça a été super bien fait. Et forcément que dans ce combat-là, je suis un pur supporter de Vegeta. Je ne peux pas être pour Toppo. Mais en tout cas, j'espère que les deux nous livreront une très belle prestation. Après ça, et après la victoire de Kiabe, on a Freezer qui se ramène. Avec son rire malsain, etc. Il lui sort des konnichiwa, je suis Freezer et tout ça. Et il lui tape une pause et tout. Et en gros, le combat se lance. Kiabe, bien sûr, ne peut rien. Il menace Kiabe et Kiabe retrouve sa forme de Super Saiyan 2 et lui balance un canon Garrick magnifique. Un truc qui m'a pas forcément choqué, mais qui m'a, on va dire peut-être dérangé, je sais pas si c'est le bon mot, c'est que Freezer ait besoin de sa forme Golden histoire de se faire Kiabe. Sincèrement, d'après tout ce qu'on a vu de Freezer, déjà je pense que le Freezer dans Fukatsu no F en forme finale est très largement plus fort que Kiabe Super Saiyan 2. Donc je vous laisse imaginer le Freezer forme finale non Golden de l'arc Fukatsu no F qui a progressé en enfer, etc. Normalement, il a vraiment pas besoin de sa forme Golden. Bon, est-ce que c'était juste pour faire bien? Est-ce que c'était juste parce que ça lui faisait plaisir justement de prendre un petit peu sa revanche sur les Saiyans, qu'il a voulu le faire avec force et beauté justement en mode Golden? Je ne sais pas vraiment, parce que Freezer est quand même un personnage très vicieux. Mais en tout cas, il a défoncé Kiabe, et ça c'est sûr que dans un combat de puissance, c'est tout à fait logique. Par contre, je suis super surpris, et dans le sens positif du terme, parce que je m'attendais pas à ce que Freezer élimine Kiabe. Je pensais que pour Freezer, ce n'était pas le moment justement d'éliminer quelqu'un comme ça, qui aurait pu être son allié si une grosse bataille se lance contre l'univers 11, et ensuite Freezer n'avait plus qu'à éliminer Kiabe et les autres, et finir par être le gagnant. Sauf que non, Freezer s'est dit qu'il pouvait éliminer justement Kiabe, et justement j'aime beaucoup le côté imprévisible de Freezer, ça c'est très sympa dans la série aussi, c'est pour ça que vraiment la narration de cet épisode-là était super réussie. Les transitions entre les différentes scènes étaient réussies aussi, franchement je peux pas demander mieux. En plus avec ce plan sur Freezer qui se parle à lui-même, en disant et en révélant un petit peu plus ses plans,
il veut les Super Dragon Ball. Tout le monde se demandait si ce qu'il a dit à Goku était vrai ou pas. Rappelez-vous en Enfer, Freezer avait dit à Goku, non, les Super Dragon Ball c'est pas pour moi, du moment où tu me ressuscites avec les Dragon Ball, c'est bon, ça me suffit. Non, Freezer veut les Super Dragon Ball et il veut être celui qui manipulera les dieux. La phrase a été dite par Freezer lui-même, il n'y a plus de doute. Comme je vous l'avais dit, Freezer fait bonne figure histoire de s'allier à l'univers 7, mais il n'en est rien. Il plantera tout le monde, y compris l'univers 7, y compris Goku, tous les dieux dès qu'il le pourra. Et vous me connaissez, j'étais très réticent à l'arrivée de Freezer et à son retour dans le tournoi du pouvoir. Et je le suis toujours, c'est pas toujours ma tasse de thé qu'il est Freezer. Mais forcément, Freezer est mon méchant préféré. Je pense tout animé, tout manga confondu, c'est mon méchant préféré. Et forcément que même si je trouve que le contexte n'est pas très adapté parce que ça fait je sais pas combien de fois qu'il revient, etc. Mais forcément que le revoir reste un plaisir renouvelé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc maintenant qu'il est là, autant ne pas gâcher le personnage de Freezer, et j'ai envie de dire au scénariste, donnez-lui ces fameux Super Dragon Ball, faites que pour une raison X ou Y, il puisse s'en emparer, qu'il gagne ou pas le tournoi. Je sais pas si Freezer est vraiment capable de corrompre un dieu histoire de s'approcher des Super Dragon Ball, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, d'une manière plus classique, si Freezer gagne le tournoi et qu'il formule son vœu, etc., ça sera un truc de fou. Et je pense que vous êtes d'accord, que vous y étiez pour le retour de Freezer ou contre le retour, maintenant que le gars est là, on peut pas le laisser assis sur une chaise et ne rien faire. Faut vraiment en profiter. Faut en tirer le maximum de ce qu'on peut de ce méchant-là. Donc je pense que ça serait une très belle opportunité en tout cas. Et avant de se quitter sur cette review et sur cet épisode-là, on a Vegeta, SCJ Blue et Goku qui se retrouvent dos à dos, bien sûr, chacun dans leur combat. On nous reparle du fait que Goku reprend du poil de la bête dans son combat. Vegeta SCJ Blue vient d'envoyer un Final Flash sur Toppo, mais visiblement sans effet. Donc le combat risque d'être très rude pour Vegeta. Mais Vegeta reste assez confiant sur ses capacités et ça c'est cool. Pour revenir vite fait au cas de Goku, vous vous rappelez que Jiren a mis son espèce de barrière de ki autour de lui pendant qu'il médite. Toppo a dit au robot de l'univers 3, si vous n'êtes pas capable de briser la barrière de ki de Jiren, vous n'êtes pas digne de vous battre contre lui. Et je pense que ça c'est peut-être prémonitoire aussi de ce que va faire Goku. C'est-à-dire que au moment venu, au moment où Goku retrouvera l'Ultra Instinct, etc., je pense qu'il va foncer sur Jiren en pleine méditation et lui briser sa barrière. Un petit peu si vous vous rappelez de Sasuke contre Gaara dans Naruto, quand Gaara avait la défense parfaite autour de lui et que le Chidori de Sasuke a brisé justement cette barrière de sable. Je pense que le combat pourra se relancer comme ça, parce qu'on a vu que Goku est très affecté au moral, que Jiren ne le considère plus comme un ennemi, comme un adversaire digne de ce nom. Donc je pense que histoire de relancer le combat et de lui prouver de quoi il est capable, Goku risque bien de foncer à toute vitesse sur la barrière de ki de Jiren et la traverser d'un coup de poing, avoir une scène où Jiren ouvre les yeux, Goku qui lui fait un sourire et le combat reprend. Ça serait très cool en tout cas en termes de mise en scène, dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, l'intrigue de l'épisode suivant nous est proposée tout simplement avec Caulifla qui vient s'interposer, qui défonce les robots mais ne les élimine pas. Donc la possibilité qu'ils fusionnent ou s'assemblent ou quelque chose comme ça reste toujours de mise. Et Caulifla nous dit qu'elle a récupéré de ses forces. Donc vous comprenez bien que le cas de Goku qui récupère en combattant est très bizarre. Caulifla, elle a récupéré ses forces en restant, en ne rien foutant, vous voyez, elle était dans son coin, elle récupérait. Et là, elle est revenue full power. Alors que Goku, lui, nous fait comprendre qu'il a besoin de combattre, d'où peut-être cette relation avec la fameuse chaleur dont je vous en parlais. En tout cas, on nous laisse sur cette affiche de combat-là. La preview de l'épisode 113, on s'en parle dans une autre vidéo, vous savez bien que je n'en parle pas ici dans la vidéo de review, je reste concentré sur l'épisode de la semaine, et bien sûr mon analyse de cette preview-là arrive aussi. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, j'espère pouvoir vous retrouver très nombreux comme d'habitude au soutien et au niveau des likes bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir de cette manière-là, je vous en remercie déjà, prenez tous bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.